AfroWeb TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne sur les ondes d'AfroWeb TV. Merci infiniment de nous recevoir chez vous avec le professeur Pini Pini. Nous irons dans votre pays maintenant pour parler de la RD Congo, République démocratique du Congo, pour voir ce que nous dira aussi les analyses que feront nos analystes de ce jour. Ils sont bien entendus, vous les connaissez. Donc, alors, point besoin donc de les présenter pour vous. Professeur Pini Pini, la RDC est-elle prête donc à assurer sa propre sécurité? Le 20 janvier dernier, donc le président de la République congolaise disait donc, promettait donc d'assurer donc la sécurité du pays. Et aujourd'hui, on sait, d'après les informations, qu'il y a eu la visite également de Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint donc aux opérations de paix des Nations Unies, qui a entamé une tournée dans l'Est, alors que la MONUSCO est en train donc de plier bagages. Alors, quelle analyse faites-vous? J'ai juste 3 questions pour terminer ce numéro de notre émission. Dites-nous concrètement et en vérité les analyses que vous faites par rapport à cette situation qui prévaut en ce moment au Congo. Bon, c'est le Congo, évidemment, comme n'importe quel pays, est capable de se défendre, de sécuriser sa population. Vous n'entendez pas? On vous écoute, il y a un auditeur en ligne, c'est pour ça en fait je le recevais. Ouais, allez. Mais si vous permettez, on peut recevoir très rapidement l'auditeur et après continuer. Donc, puisqu'il y avait eu beaucoup de choses à faire et à dire. Auditeur, vous êtes en direct sur AfroWeb TV, allez-y. Bonsoir. Oui, bonsoir. Salut les amis Alphonse Lawson et professeur Pini Pini. Oui. C'est Philippe Amédoti depuis la Belgique. Oui. J'aimerais faire remarquer 2 choses. Lorsque Ibrahim Traoré a été interviewé par Alain Foucault, il a fait remarquer que le CEDEAO, elle-même de putschiste, on a encore vu un cas aujourd'hui, vous l'avez évoqué en début de l'émission, c'est le cas de Macky Sall. Sonia Simbed dans le cas, donc ce sont des gens qui violent sans vergogne leur constitution pour se maintenir au pouvoir. Donc sincèrement, je ne pense pas que les 3 militaires à la tête des pays de l'AES ont de leçons à recevoir de ces chefs d'État qui prétendent régenter ou bien qui prétendent faire la loi, la pluie et le beau temps au niveau de la CEDEAO. Mais j'ai une petite inquiétude et je remarque que malheureusement certains panafricains ou panafricanistes hésitent d'en parler. C'est la problématique de la liberté d'expression, ou en tout cas de la liberté d'opinion. Ici, nous avons évoqué encore Sonko et son combat. Sonko, hier, a écrit à Ibrahim Traoré pour lui demander de permettre la libération de l'avocat burkinabé. Donc, il y a eu d'autres journalistes qui ont été jetés en prison. Et Lawson nous parlait tout à l'heure des prisonniers politiques. Est-ce que la construction d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique moderne et d'une Afrique économiquement prospère peut s'accommoder justement de ces genres de bâillonnement? Est-ce que ces militaires aujourd'hui, qui sont applaudis par les populations africaines, pourquoi est-ce qu'elles ne tolèrent pas des voix ou bien des opinions discordantes? Moi, ça m'interpelle. Et je crois que c'est le combat que nous devrons mener à l'avenir. Il ne s'agit pas de remplacer justement un dictateur civil par un dictateur militaire. Et j'aimerais bien que nous, les Africains, nous y réfléchissions les jours et années à venir et nous restions vigilants et très, je dirais, vigilants et exigeants vis-à-vis des nouveaux dirigeants que nous applaudissons pour qu'ils ne deviennent pas demain un petit problème de connexion. Oui, allez-y, terminez. Donc, je disais que c'est une contribution, c'est pas une question, et j'invite
les Africains à y réfléchir sérieusement si nous ne voulons pas demain avoir de nouveaux dictateurs militaires à la place des dictateurs civils. Exact. Merci. Merci pour votre contribution, M. Philippe Amedodi. On sait aussi votre engagement. Alors, professeur Pinipini, allez-y donc pour le cas donc du Congo dont vous êtes originaire, où on parlait donc des promesses du président Félix Tshisekedi et aussi donc de la visite de Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies. Oui, donc je vais montrer, j'ai un petit livre ici qui explicite la situation du Congo aujourd'hui. Il s'appelle le livre, le voici, je ne sais pas jusqu'où voilà. Espérer contre toute espérance, témoignage d'un rescapé de massacres de religieux en RD Congo. Il est écrit par Joseph Sagahutu, c'est un prêtre Hutu du Rwanda et qui explique la situation d'insécurité qui règne aujourd'hui au Congo, comment ça a été planifié et en dehors même du Rwanda, et comment est-ce que le Rwanda de Paul Kagame a été, dont on s'est servi de ces pays-là pour venir semer l'insécurité au Congo. Donc, je dis que le Congo, c'est pas qu'il ne peut pas, il est incapable de sécuriser sa population. Le Congo fait face à un complot international. De quoi ça, on le dit, de quoi les cas, nous venons de parler du cas d'Israël, mais c'est vraiment, on peut mettre un miroir, c'est la même chose. Les cas du Sahel reflètent les cas du Congo reflètent les cas du Sahel. Le Sahel, c'est en train de s'en sortir, le Congo pas. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'armée, enfin, disons depuis des années, l'armée congolaise a été infiltrée par des éléments du Rwanda, de l'armée rwandaise, jusqu'au niveau du haut commandement de l'armée, de cette armée. Ce qui fait que eux, donc il faut savoir que la région de l'Est dont on parle, le Kivu particulièrement, elle a été presque détachée du Congo par les forces armées du Rwanda qui, en s'infiltrant au Congo, ont imposé des accords qui faisaient qu'ils devaient s'établir, eux, donc ces forces-là, devaient s'établir, elles, dans cette partie-là. Donc c'est au nom du Congo, en ayant pris la fausse identité congolaise, en s'étant présenté comme étant une armée, l'armée congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo. Or, ils étaient là, au contraire, c'était donc les mêmes rébellions. En fait, ils ont voulu continuer leur méthode de rébellion contre la population, parce que l'insécurité, il n'y a pas de guerre comme telle au Congo, il n'y a pas deux forces qui se combattent, il y a plutôt des terroristes qui ont la population comme pour cible. Quand ils viennent, ils attaquent des villages, ils massacrent les femmes, surtout les enfants, ils brûlent les villages. Donc c'est cela qui fait que maintenant, donc, les grands défis du Congo aujourd'hui, c'est d'arriver à débusquer tous ces gens qui sont infiltrés au niveau de l'armée nationale pour reconstituer une nouvelle armée. Vous voyez, donc c'est un travail ardu, ce n'est pas simple. Maintenant, parce que faut savoir qu'à un moment donné, avec le président Laurent Désiré Kabila, son chef d'état-major était un Rwandais. C'est le même chef d'état-major qui est aujourd'hui, il est, je crois, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Mais il était chef d'état-major au Congo. Vous imaginez, vous voyez quelle a été la posture du Congo. Il y a eu le vice-ministre, donc ils avaient vraiment infiltré de l'intérieur pour mettre le Congo dans cette situation d'insécurité, donc pour pouvoir s'attaquer à la population congolaise, créer l'insécurité permanente afin de permettre évidemment aux multinationales occidentales de prospérer dans la région. Donc ce sont des agents de ces multinationales-là
Donc l'insécurité au Congo, elle est provoquée ainsi. Donc la guerre, la destruction de la Libye, mais équivaut à la destruction du Rwanda. Parce que le Rwanda, qui a été détruit lors des génocides, s'est métastasé au niveau du Congo, comme la Libye, qui a été détruite, s'est métastasé au Sahel. Donc c'est vraiment la même situation que nous avons. Sauf qu'au Congo, vraiment, ils sont vraiment parvenus carrément à infiltrer l'appareil aussi bien militaire que politique du pays. Donc maintenant, le défi, il est celui-là. Mais le peuple congolais est aujourd'hui déterminé à pouvoir mettre de l'ordre au niveau de l'armée et au niveau de l'administration, au niveau même politique, pour que ces forces du mal ne puissent plus continuer. Donc si je peux donner une analyse par rapport à cette situation, c'est ça. Donc maintenant, le défi qu'a le président Tshisekedi et son gouvernement, c'est de pouvoir vraiment faire partir ces forces du mal, aussi bien de l'armée que de l'administration et du pouvoir politique, pour que le Congo redevienne le pays des Congolais, contre à l'absence de ces forces du mal qui ont vu, même au niveau de notre Parlement, c'était comme cela, sauf maintenant, le nouveau Parlement, ils ne sont plus venus, mais l'ancien Parlement, ils avaient aussi investi, ils étaient là, ils ont qui s'imposaient. Donc, ils prenaient la nationalité congolaise, ces Rwandais, et ils agissaient ainsi. Donc, voilà, donc la problématique, elle est celle-là. Mais je voudrais simplement terminer pour dire, en fait, ce qui se passe maintenant au Congo, c'est un remake d'une situation ancienne. Je voudrais montrer quelques ouvrages qui nous parlent de cette situation, c'est-à-dire le Congo indépendant, soi-disant, de Léopold II, qui était plutôt un régime pour massacrer les Congolais. Plus heureusement, il y a les premiers qui les dénoncent et qui disent ce qu'ils ont écrit, c'est exactement ce qui se passe maintenant, la façon, les méthodes qu'utilisent la force armée rwandaise contre les Congolais, c'est la méthode qu'utilisait la force publique de Léopold II contre même la population congolaise. Donc voilà un livre qui est celui-là, de Joseph Conrad, je crois que vous connaissez, certains le connaissent, Au cœur des ténèbres. Cet auteur montre, lui, il a fait le voyage sur le fleuve Congo depuis l'embouchure jusqu'au niveau de l'actuelle ville de Kisangani, et il montre l'état dans lequel se trouvait la population congolaise quand l'État indépendant du Congo commençait à installer ses postes et sa force armée. C'était des massacres à ne pas finir. Donc, ça, il a écrit comme un roman. Cet homme, il est venu, c'était un Polonais, mais il a été au Congo et il a écrit ce livre ici en 1902, ce livre-là. Et il y a un autre livre qui est écrit, qui a cette époque-là aussi, écrit par Arthur Conan Doyle, qui est mondialement connu. C'était celui qui a établi le personnage de Sherlock là. Mais il a écrit un livre, non pas sur de la fiction, mais un livre réel. Il a intitulé ça Les crimes du Congo. Les crimes du Congo, pour parler de comment est-ce que Léopold II faisait avec les Congolais. Donc c'est les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui contre les Congolais, ce sont les mêmes méthodes de l'État indépendant du Congo. Je vais terminer. Il y a un autre livre, celui-ci, il est écrit par un Américain, mais il reprend, lui, Adam Hochschild, Le fantôme du roi Léopold II, la terreur coloniale dans l'État indépendant du Congo, de 1884 à 1908. Donc, il reprend tout ce qui a été, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit. Alors, pour dire que ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a exactement? Le problème, c'est que les coloniaux belges, parce que vous savez que les Belges ont ici un lobby très, très important, ici en Belgique, pour qu'on ne puisse pas parler du tout des crimes que l'État indépendant du Congo et le régime belge a commis au Congo. Et la meilleure façon de le faire, c'est justement d'empêcher que le Congo puisse se redresser. Je ne sais pas si le Congo se redresse, mais le Congo va ouvrir cette page-là. Il y aura des procès, il y aura des condamnations, et il faudra
payer de compensation. Donc c'est tout cela qu'ils veulent absolument éviter. Et la meilleure façon, c'est de pouvoir continuer dans cette situation et mettre sur le dos des Africains les atrocités telles que maintenant, comme les atrocités aujourd'hui, on parle vraiment, on parle toujours des Rwandais, donc des Africains. Maintenant, c'est comme ça, on ne peut plus parler de ce qui s'est passé au moment, à l'état indépendant du Congo. Donc, bon, moi, voilà donc en fait la toile de fond de ce massacre à répétition au Congo. C'est dû à cela, à cette omerta que l'on voudrait, qui doit demeurer pour que ceux-là qui ont amené ces régimes de massacres, qu'ils puissent rester propres, les mains propres et qu'ils soient considérés comme étant les bienfaiteurs de l'humanité, alors que ce sont eux qui sont... Alors, est-ce que la visite donc du secrétaire général aux opérations de paix des Nations Unies, est-ce un hasard sa visite? Et puis, est-ce qu'avec ce nouveau mandat donc du président Tshisekedi, il pourra relever les défis sécuritaires dont fait face aujourd'hui donc la République démocratique du Congo? Monsieur Alphonse Tchirelo Lossom Yamassadi. Il me semble que le professeur Pinipini a apporté une grille de lecture assez édifiante, holistique, très pertinente sur la situation du Congo. Et je ne pense pas mieux dire tout que ce qu'il nous a apporté comme éclairage. Ce que je veux juste ajouter, et ça va dans le sens de la question que vous avez posée, est-ce que le président Tshisekedi peut relever le défi sécuritaire? C'est là justement qu'on doit avoir l'artisan au pied de mur. Mais il me semble que moi j'ai un doute hyperbolique sur sa capacité à comprendre les enjeux et à aller vers une rupture fondamentale qui puisse relever le Congo. Du moment où il accepte je dirais, cette néocolonialité américaine, qu'il accepte un peu être sous les escarcelles des Américains, parce que les Américains ont décidé de faire du Congo je dirais, une zone d'influence protégée à cause de ses ressources absolument énormes, quelque part ce que les géologues appellent un scandale géologique, alors que ces ressources-là devraient plutôt être au cœur d'une réelle plan stratégique de puissance, de montée en puissance de l'Afrique tout entière. Le barrage d'Igna, par exemple, est capable de fournir, d'approvisionner l'électricité à toute l'Afrique. Les plaines du Congo sont capables, n'est-ce pas, de nourrir tout le continent africain. Donc, au lieu de penser le développement de façon assez, avec un horizon de dépassement, avec une volonté de souveraineté et surtout de monter en puissance, on reste dans cette colonialité sous l'illusion de la protection américaine et on assiste donc à ces massacres, à ces tueries, à ce génocide du peuple congolais depuis les années 1800, ce que le professeur vient de nous présenter. Donc, il y a un réel problème au niveau, je dirais, de la conscience de nos dirigeants, de leur vision, de leur capacité à comprendre les enjeux, de leur courage aussi à s'arracher des formes de colonialité pour la libération de leur pays. On ne peut pas imaginer que le Congo, avec toute cette richesse qui attire, je dirais, toute la prédation internationale mondiale, que ce Congo ne puisse pas penser sa défense, penser son développement, le bien-être de sa population, la protection de sa population. Alors, avec un bilan aussi catastrophique de la Belgique, des États-Unis, de la France, et pourquoi ne pas réfléchir réellement à diversifier les partenariats et à s'assurer justement avoir l'appui du point de vue technologique, du point de vue militaire, du point de vue de la défense, par exemple des BRICS. On a vu le micmac du président Tshisekedi et on comprend justement que c'est un vassal néocolonial qui veut protéger son pouvoir personnel et qui n'a pas de hauteur en termes de projection, en termes d'ambition pour son pays, comme l'a eu par exemple le père de la nation congolaise, le premier ministre Lumumba.
C'est ça, on a besoin des dirigeants qui ont de la vie, qui ont le courage, qui assument, n'est-ce pas, leur rupture, qui prennent fait et cause pour la souveraineté de leur pays. C'est vrai, on chercherait à les éliminer, à les écarter, mais néanmoins, ils ont une certaine influence. Regardez, Lumumba est mort depuis 61, mais aujourd'hui, Lumumba reste quand même dans l'imaginaire, reste dans le cœur des Africains, dans la conscience des Africains. Les autres, Mobutu a fait 38 ans ou 37 ans, mais aujourd'hui, Mobutu reste dans la poubelle de l'histoire. C'est ce que les dirigeants aussi doivent comprendre pour sortir un peu leur nez du guidon, pour se projeter dans un avenir et prendre les dispositions nécessaires, en tout cas jeter les bases de cet éveil de conscience, de ce changement au niveau des paradigmes économiques, politiques, pour lancer leur pays sur le plan justement de la sécurité et du développement, mais aussi du bien-être des populations. C'est pas normal que les Congolais continuent par mourir, manquer d'eau, d'électricité, des besoins les plus élémentaires, alors qu'ils sont assis sur des richesses incommensurables qui constituent la puissance des autres pays. Les premières bombes sur Nagasaki et Hiroshima, l'uranium enrichi est venu du Congo et qui a donné toute la puissance aux États-Unis avec le dollar par la suite, par lequel les États-Unis ont assis leur hégémonie sur le monde entier. Alors que le pays qui leur a fourni ça est toujours dans un état lamentable en termes de développement, de bien-être de ces populations. Donc voilà, il faut repenser les paradigmes, il faut sortir de cette paternalisme, de cette colonialité, de ce racisme, pour montrer aussi que, comme l'a dit Kalmas, que l'intelligence, le cerveau, c'est la chose la mieux partagée au monde. Nous avons un cerveau, nous savons réfléchir par nous-mêmes, nous savons ce qui est bien pour nous. Il faudrait être capable que nous-mêmes, on le structure, on l'organise et on l'impose dans un rapport de force avec les autres et chercher justement les moyens de ce rapport de force. Voilà ce que je peux dire sur le sujet et souhaiter la paix, la sécurité pour les Congolais et que le Rwanda cesse de servir de cheval de Troie pour cette mafia internationale, ces multinationales qui, au nom justement de leurs intérêts, instrumentalisent la violence par proxy pour créer des milliers et des milliers, des millions de morts au Congo. Professeur Pini, nous sommes à la fin donc de ce numéro de notre émission concernant donc le Congo aussi. Si vous étiez conseiller spécial donc du président Félix Tshisekedi en ce moment donné, qu'est-ce que vous lui direz et quelle est votre conclusion pour cette dernière partie? Mais je crois que la sonde l'a dit, il a bien parlé. Tout ce qu'il a dit, ce sont des conseils vraiment qu'on peut dire qu'on donnerait au président Tshisekedi. Il ne manque pas de gens à côté de lui pour qu'ils peuvent lui parler, peuvent lui donner des conseils, peuvent lui parler pour aller, pour sortir le Congo de ses bourbiers. Moi, ce que je lui dirais, c'est justement de pouvoir compter sur le Congo. Jusqu'à présent, c'est pas ce qu'il a fait. Jusqu'à présent, là, tu comptais sur l'extérieur, sur l'étranger, notamment sur les Occidentaux. Or, c'est là le problème. Le problème du Congo vient de là-bas. Donc, il devrait mieux étudier l'histoire du Congo, je pense mieux comprendre ses partenaires, bien ceux qui viennent près de lui, avec des bras de partenaires, savoir d'où vient le problème du Congo par rapport à ces gens-là. Et repenser. Évidemment, il y a des risques, je sais, de gros risques. Ils craignent d'être tués. Mais craindre d'être tué ne veut pas dire qu'on ne le sera pas. Parce que de toute façon, si les Américains, enfin, ou les Occidentaux veulent vous tuer, ils le feront. Donc il vaudra mieux plutôt essayer de compter sur le Congo pour que, pas simplement soi-même, mais également que tous les Congolais puissent vivre. Parce qu'à quoi sert-il que le président vive, lui tout seul, alors que tout son peuple est en train de mourir? Donc on devra vivre tous ensemble, ou alors mourir tous ensemble. Mais le président doit être là justement pour pouvoir assurer la sécurité d'abord de son peuple.
chez nous, dans notre tradition africaine, personne ne doit mourir dans un clan. Sinon, alors, le chef du clan doit pouvoir justifier pourquoi un tel ou un tel autre est mort, même s'il est foudroyé ou même s'il est mangé par un crocodile. C'est toujours le chef du clan, l'oncle du clan, qui doit en répondre. Cela veut dire qu'ici, quelle que soit la personne qui meurt au Congo, eh bien, celui qui doit en répondre, c'est le chef de l'État. Donc, il doit être, ça doit être maintenant son plus grand défi. Autre chose que je voudrais quand même lui dire, pour moi, si je suis, comme vous demandez que je puisse donner des conseils, c'est de partir de ces messianismes exagérés que l'on va. Aujourd'hui, je n'ai rien contre, mais quand même, le plus ce que l'on attend, ce n'est pas de consacrer le Congo, je ne sais pas à quelle divinité, ou je ne sais pas avec quoi, commencer des réunions avec des séances de prière, faire ici des prières tout le temps, là. Ce n'est pas ça qui va pour beaucoup de Congolais, et le président aussi, le Dieu est le Dieu des Congolais. Mais pourquoi Dieu serait-il Dieu des Congolais et pas le Dieu des autres? Pourquoi le Dieu ne serait-il Dieu des Congolais et pas le Dieu des Canadiens ou des Australiens ou des Anglais ou des Français? Il est le Dieu de tout le monde. Le problème, c'est que ces gens, les autres-là, pour eux, ce n'est pas au Dieu qui se fie pour venir massacrer les Congolais. Ils se fient sur leur propre force. Donc le Congo doit être fort pour pouvoir affronter des gens qui viennent l'attaquer et non pas se fier à Dieu qui viendrait combattre à la place des Français et des Congolais. Et il n'y aura rien. Donc le Congo va disparaître ainsi, hein, sous le feu permanent de ces forces du mal qui viennent de tous côtés. Donc le président Tshisekedi doit tout faire, comme a dit Lawson, pour armer le Congo, faire du Congo un État fort qui puisse résister à tous ceux-là qui lui en veulent et qui lui en veulent pas des armes, qui ne lui en veulent pas par des prières ou bien par la Bible, mais par des armes. Seules les armes peuvent amener la paix justement au Congo. Le Congo a besoin de cette force-là. Donc, comme il a commencé à restructurer l'armée, il faudrait que cette restructuration puisse aller en profondeur avec un armement qui soit un armement de pointe, parce que cela est important pour que le Congo puisse résister. Voilà ce que je peux dire brièvement. Si jamais il demandait mes conseils de toute façon, Sylvain, il peut les écouter. Nous l'espérons bien donc pour ce nouveau mandat que vous serez donc un conseiller spécial du président Félix Tshisekedi. Merci infiniment à vous, professeur Pinipini. Vous êtes consultant politique. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour ce numéro. Monsieur Tchehelu Lawson Nyamassadi Refume Laté Lawson, dites-nous votre conclusion pour cette dernière partie de notre émission en vie de la diaspora. Il me semble que nous devons saisir l'enjeu, ce mouvement des plaques tectoniques au niveau de l'Afrique qui ouvre l'ère du Verseau, l'ère des changements profonds et qui donne une opportunité à l'Afrique de sortir de la prédation de la néocolonialité pour prendre sa destinée en main. Et ce qui se passe au Sahel est l'ordre des choses. Il faut tout simplement se référer à la cosmogonie Dogon pour comprendre la richesse de cette culture et qui d'ailleurs, avant l'heure, a annoncé l'étoile Sirius. Aujourd'hui, cette étoile Sirius brille de toutes ses lumières sur le Sahel et qui est portée par les 3 étoiles, le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta et le président et le général Tiani. Je pense que c'est une aubaine pour l'Afrique qui se lève, le lion africain qui recommence par rugir. Il faut comprendre cette dynamique, cette dimension, n'est-ce pas, de l'énergie qui anime l'Afrique aujourd'hui et qui fait que l'Afrique relève de ses cendres, de ses chaînes pour se mettre debout et peser sur l'échiquier mondial. Vous savez, l'Afrique, c'est une île au cœur même de cette planète Terre. Dieu l'a tellement posé au cœur, n'est-ce pas, de cette planète Terre que nous devons rayonner comme nous l'avions fait dans les premiers millénaires de l'existence humaine à travers donc la Nubie, l'Égypte antique.
l'Égypte antique qui a donné tous les éléments de civilisationnels au monde entier. Il faut rappeler que l'os de Shango en mathématiques a été trouvé au Congo, pour dire que tout ce que nous avons aujourd'hui comme science provient fondamentalement des racines profondes de l'Afrique. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, de reprendre toute cette connaissance, toute cette fierté, cette dignité, pour comprendre que l'Afrique ne va toujours pas être esclave ou que l'Afrique va être soumise à la souffrance, au génocide, à toutes sortes de malheurs du monde, à la faim, etc., que non, on peut reprendre notre destin en main. Et ça prend des dirigeants, ça prend des leaders qui ont une vision, parce que la vision, la provision suit la vision, et donc la jeunesse africaine qui n'est pas décomplexée, qui n'a pas connu la colonisation, cette jeunesse-là qui est instruite, qui est éduquée, cette jeunesse-là qui veut le changement, et bien que cette jeunesse prenne ses responsabilités pour qu'enfin cette Afrique puisse sortir de l'ornière. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et tous ceux qui veulent ramener l'Afrique en arrière, comme ce que fait le président Macky Sall, par exemple, le président togolais, qui ne veut pas partir, qui veut encore modifier la constitution pour un septennat, et pour remettre encore le compteur à zéro pour une présidente ad vietnam, pour ce qui se fait dans les autres pays, eh bien, que ces gens comprennent que l'Afrique a dépassé ça et qu'il ne faudrait pas qu'ils ramènent l'Afrique encore à la guerre, à l'esclavage. Et les propositions qui sont faites par les prédateurs d'hier, les colons d'hier, n'est que de l'illusion. S'ils avaient la volonté de développer l'Afrique, 60 ans après les indépendances, on aurait pu voir les Américains investir suffisamment en Afrique en termes de technologie après le développement. Ils l'ont pas fait. On aurait pu voir les Français le faire ou les Belges le faire. Ils ont choisi plutôt de nous maintenir dans la souffrance, de la pauvreté. Le moment est venu pour changer de cap, pour monter en puissance. Et ça, il faudrait que tous les Africains le comprennent et personne ne ferait nous développer sans nous. C'est Kizerbo qui l'a dit. Et donc, comme Sankara le dit, l'esclave qui s'apitoie sur son toit, sur son sort, eh ben, qui ne compte pas sur la condescendance de ses maîtres, nous devons se libérer et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Merci pour cette invitation. Je remercie tous les panafricanistes qui ont suivi cette émission et surtout les Togolais que je salue. C'est toujours un plaisir pour moi de partager le plateau avec le professeur Philippini, avec lequel on apprend beaucoup. Merci à vous, Monsieur Tchirelo Sonia Massadi Foumelate. Merci pour votre disponibilité. Merci également, professeur, pour tous les efforts consentis pour la réalisation de cette émission. Je vous avoue que ça n'a pas été facile, mais nous l'avons fait et je tiens à vous remercier aussi pour votre disponibilité. Et nos plateaux sont ouverts à tous, à gouvernants, sociologues, politiciens, politologues, écrivains. Nous sommes disponibles pour vous, à toute la diaspora africaine, quelle que soit votre nationalité. Nous sommes en anglais comme en français, on peut y aller comme vous voulez, selon l'angle donc de notre antenne, et nous sommes tout ouverts à vous. Merci pour vos suggestions qui seront toujours disponibles sur le plus 1 319 462 89 119. Veuillez donc vous abonner à notre chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore membre de la grande famille des téléspectateurs, des amis internautes d'AfroWeb TV. Quant à moi, on se retrouve demain pour parler donc avec docteur, je dirais donc honorable député Innocent Kagbara, que nous allons recevoir dans lundi politique pour parler de l'instauration d'une charte de l'administration politique avec des primes de motivation. Ce sera donc à partir de 11h ou 17h GMT sur la même antenne avec le même plaisir. Vous pouvez donc appeler aussi, c'est une émission ouverte, interactive à tous et à chacun de vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Bonne suite de nos programmes et bonne chance aussi à la Côte d'Ivoire et au Mali. Bye. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine?